Bon là, Ouais. souvent c'est des questions de personnages, de noms de lieux, de villes, Oui, etc. Mais il a quand même oui, fait un travail vraiment de fond, ouais, assez universitaire. Et puis il a cette introduction qui est oui, un oui, essai oui, qu'il oui. avait publié dans la revue, qu'on a repris. Ah, très bien. Donc ça présente bien la chose. Mais en fait, c'est assez intéressant parce que ce que Oui, vous disiez avec le monsieur qui était monsieur. là, Spengler, c'est quand même, ça se prend pas, Mhm. c'est pas forcément très facile d'accès. Encore que quand on le lit en réalité, le déclin de l'Occident, c'est assez clair, c'est limpide. Simplement, c'est très dense. Oui, c'est un Donc peu chaotique au niveau du style d'écriture. voilà, mais ça C'est pas nécessite d'être très. pris un peu Ouais. par petits bouts. Ça, c'est beaucoup plus enfin, léger et même nietzschéen d'ailleurs. C'est des fragments, des Oui, bribes, oui, oui, oui. Et des choses comme ça. ça fait vraiment pitié pour lui aussi. Mais alors oui, évidemment, C'est très. des personnages comme ça, accablés, Ouais, professeur qui a ouais. peur d'aller devant ses élèves, tétanisé un peu devant les Oui, femmes aussi. Enfin, il y a comme ça des choses qui voilà. renvoient à Nietzsche. Et Hein, on a toujours cette impression de mentir, oui, oui, comme oui, il a oui, c'est le dit, qu'on syndrome de se sent toujours comme un l'imposteur. imposteur, voilà. Et ce qui, quelque part, Toujours. d'ailleurs, enfin, c'est ce que l'un de mes confrères de la maison d'édition avait mis là sur un truc sur Twitter qu'il a un petit peu déroulé. Mhm. Ça humanise un peu Spengler, qui n'est pas Oui, l'espèce de penseur absolu, un peu absolutiste, qu'on peut oui, imaginer, oui, avec oui. en plus cette tenue, le col cassé très sanglé. Enfin, vraiment Voilà, ouais, les- ouais, les- ça, les- et sa mine mussolinienne. Exactement, alors qu'en fait il est complètement sensible, Ouais, timide, parce que son apparence, donc c'est ouais, un ouais, paradoxe ouais, c'est assez. comme Nietzsche d'un certain côté Exactement, aussi, ouais, hein, ouais. Cette espèce de grosse moustache cache une sensibilité. surcomposition. Oui, oui. Donc Hmm. c'était intéressant de pouvoir mettre un peu ça en Il y a une lumière. grosse étude biographique hein, sur la personnalité de Spengler. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est par une dame. En allemand? Oui, 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 Im gespaltenen Zauberland, que ça s'appelle. C'est une étude comparative, Spengler et Nietzsche. Ok. Bon, c'est un peu sur les bords, parfois un petit peu recherché, Mhm. certains parallélismes, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a fait une recherche euh, vraiment très poussée dans les peu de choses qu'on connaissait sur sa famille, sur Mhm. sa personnalité, et Van der Goten, voilà. Ok, Euh, je vais regarder ça. et donc, je crois elle a notamment. Oui, ça a été publié après les Ace et Atone. Donc ça pourrait être intéressant. C'est ce livre-là, en fait, publié chez Winter. Euh, Mhm. euh, une dame qui n'est plus active, d'ailleurs, dans le domaine académique. Donc c'est une analyse plutôt psychologique. J'imagine que mon traducteur s'est penché là-dessus. Enfin, Ouais, moi, je dirige la maison d'édition, donc je ne suis pas forcément spécialiste. ouais. J'ai lu Spengler, j'ai lu ce livre évidemment. Je ne suis pas du tout un spécialiste, Mhm. mais enfin, ce qu'on a noté, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même toute une communauté de gens qui s'y intéressent, Ouais. dont je fais partie évidemment. Mhm. Il y a une. Toute autre société, je pense. Ah, mais voilà, absolument. Donc ça vit quand même. D'ailleurs, Et il y a des ça- rééditions, parce que je crois que ça c'est 2018-2019, je crois. Ouais, Enfin, c'est assez récent, donc. Et celui-là, je crois que c'est 2022 aussi, ou 2023. ouais. Donc Maintenant, si ça vous intéresse, vous, Mhm. le traducteur, là, en tant que société Spengler, on organise régulièrement des séminaires en ligne, Oui. mais c'est généralement en anglais, évidemment. Alors c'est ça, c'était un peu ma question suivante, c'est dans quelle mesure éventuellement vous qui vous occupez de Spengler, Mhm. vous pouvez œuvrer à la diffusion. Est-ce que vous avez du public francophone, j'imagine, aussi, parce que vous Oui, publiez on en a français, certains donc. membres francophones qui sont dans notre société. Maintenant, enfin, ça tourne comme Ouais, essentiellement ouais, ouais. Les plus actifs, c'est dans le toujours les monde germanique, anglo-saxons. anglo-saxon, et puis c'est évidemment de l'anglais véhiculaire aussi dans la société. Mhm. Donc je dirais qu'on a probablement plus d'Allemands que d'autres nations, mais généralement on utilise l'anglais tout simplement parce que c'est là. On se voit d'ailleurs vendredi prochain. Oui. Mais cela dit, ce Ouais, journal-là n'est pas publié non plus en anglais, je crois. Je crois qu'il n'a jamais été publié dans une autre langue que l'allemand. c'est possible. Alors effectivement, c'est ce qu'on avait en C'est cherchant un petit possible, peu. Je ouais. pense pas que ça existe en anglais. Je ne crois pas non plus. D'ailleurs, ouvre une Ouais. possibilité intéressante, c'est que à partir du moment où ça existe dans deux langues, ça peut Oui. être le moyen de l'amener plus facilement en anglais aussi. Absolument. Où là, il y a un public beaucoup plus, encore plus vaste, quoi. Ben là, justement, il y a les Urfragen, les questions primordiales, Mhm. qui viennent d'être traduites en anglais. Il y a 2-3 semaines que c'est sorti par John David Ebert. Et c'est lui justement qui va animer vendredi prochain notre prochain séminaire Spengler où on a une vingtaine de personnes qui sont en ligne. Et donc lui, il va faire un exposé Ok. sur sa traduction commentée des Urfragen avec une discussion après. Donc c'est pour ça que je disais, bon, si là, maintenant je ne sais pas pour les connaissances d'anglais, évidemment, du traducteur, mais si jamais il y a
il y a un intérêt de sa part de présenter sa vision de ce qu'on peut faire du EIC Automne. Je crois que tous les membres seraient ravis. Oui, bah écoutez, je vais transmettre. Je pense que l'anglais n'est pas un problème. Donc, aussi. Maintenant, c'est un très texte bien. qui est connu. Oui, oui, oui. La plupart des membres, vu qu'ils l'ont en allemand, déjà depuis quelques années, vu que c'est Gilbert Mercure qui fait tout ça. Mais voilà, le problème, c'est que ce que Madame van der Goten a fait avec les peu de choses qu'on savait sur la jeunesse de Spengler, c'est quand même fort psychologisant. Il n'a écrit ceci ou cela que parce qu'il était ceci ou ça. Oui, oui. Bah, c'est du réductionnisme psychologisant, ce qui a du sens, mais ce qui a aussi ses limites. Tout à fait. Et Gilbert Merriot, qui est il est toujours actif. Il a 90 ans, cet homme-là. Enfin, j'ai échangé un mail avec lui il y a encore quelques mois. D'accord. Vous me transmettriez éventuellement sur notre adresse ouais, mail qu'on puisse lui faire parvenir cette traduction. Maintenant, c'est vraiment, je crois, en France, certainement l'expert le plus important sur l'œuvre de Spengler, surtout avec sa grosse étude là, sur Spengler dans son contexte de la République de Weimar. Maintenant, ce n'est pas un Spenglerien. Donc, il a une très grande distance. Et souvent, c'est un peu sujet à une friction amicale avec moi parce que moi, je me place dans la continuité de Spengler, tandis que lui, il est fasciné par Spengler, mais pour le réfuter. Mais bon, lui, à la limite, il le réfute parce que l'étape d'après, c'est Chapoutot. Dans la préface de Gallimard. Oui, j'ai entendu. Ça, c'est quand même terrible parce qu'en gros, il finit par conclure en disant « Et prenons bien garde que notre époque ne suscite pas des Spengler nouveaux. » Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est du réductionnisme très rapide en fait. Ils l'ont quand même. Préface de 30 pages dans la réédition. L'édition qu'ils ont faite, c'est ce qui est bien la preuve que ça se vend, ça existe. Parce que c'est très drôle avec le déclin de l'Occident, c'est le malentendu en fait. Je pense qu'il y a plein de gens qui achètent ça. En se disant c'est du turbo Zemmour, tout s'effondre, puis après ils se retrouvent avec une espèce de somme méta-historique, panoptique, absolument, avec une masse d'érudition telle que comment contester Spengler? Déjà, pour commencer, il faudra avoir le même niveau d'érudition que lui. Bon courage. Et puis une notion de déclin qui s'étend sur des siècles. Oui, non mais absolument. Comme Spengler lui-même qui a dit que quiconque confondrait le déclin d'Occident avec le naufrage d'un bateau à vapeur n'aurait rien compris. Non, mais absolument. Mais il y a quand même beaucoup de malentendus et de, comment dire, y compris, je pense, de malentendus commerciaux. Moi, j'ai beaucoup de petits étudiants de Sciences Po de droite qui achètent ça en se disant je vais avoir plein d'arguments pour expliquer que j'ai raison d'être de droite. Et à mon avis, ils se retrouvent avec quelque chose qui est et puis le chapitre sur la mathématique chez les Grecs. Et puis c'est le début en plus, c'est le début. C'est-à-dire qu'on ouvre ça, bing, directement, on tombe. Vraiment pour faire peur aux gens, quoi. Donc, oui, c'est vrai. Mais je crois qu'il en a beaucoup profité lui-même, Spengler. D'ailleurs, d'un côté, il s'en est un peu moqué, des gens qui croyaient que c'était un genre de parabole sur la Première Guerre mondiale, et que c'était la fin de l'histoire européenne, etc. Donc, il s'en est quand même régulièrement moqué. En même temps, il en a profité pour les ventes très fortement. Donc, je crois que s'il avait donné... D'ailleurs, il a dit lui-même qu'il aurait pu appeler le livre, non pas le déclin, mais l'accomplissement de l'Occident, et que ça aurait dit la même chose. Il a dit, il aurait pu l'appeler, comment est-ce qu'il dit en allemand, die Vollendung des Abendlandes. Il aurait pu l'appeler comme ça aussi. Oui, évidemment, il y a une espèce de jeu de mots, parce que Endong, on ne peut pas rendre en français, quoi. Mais, mais c'est sûr que s'il l'avait appelé comme ça, personne n'aurait acheté. Donc il y a quand même un petit sens publicitaire. Mais comme tout auteur, en réalité. Il y a beaucoup de chance là-dessus, oui. Et puis c'est quand même une somme, mais je crois que le titre a énormément participé à ça. Et là, ce que j'aime bien aussi, c'est ce qui est quand même assez paradoxal pour cet allemand très allemand, c'est les figures de ses traducteurs. Il a toujours des traducteurs incroyablement étonnants. Montazrout, qui est un Algérien kabyle. Je crois que ça, les années décisives, c'est traduit par une dame indienne, il me semble, ou russe. Raya Adekel Pokanovitch, enfin, voilà, une dame russe. Enfin, c'est des figures toujours très étonnante. Mon ami qui a traduit Spengler, c'est également un cas assez particulier. Enfin, la manière dont il s'est trouvé. Un peu liminaire. Comme ça, c'est étonnant comment cette figure attire des figures elles-mêmes assez particulières, se passionnent pour son œuvre. Je ne sais pas pour je crois que c'est Atkins qui a fait la traduction anglaise. Ça, je ne sais pas du tout quel est son vécu. Je sais bien qu'il y a le volume sur la réception de Spengler, où justement on avait fait l'effort à la fin de recenser toutes les traductions avec des mini-biographies des traducteurs. Mais j'ai oublié finalement ce qu'on a fait là. Moi, j'avais fait la petite fiche sur justement Tazerout. Pour les autres, je ne me souviens plus très bien.
bien. Mais c'est vrai, ça attire des personnages assez particuliers en tant que traducteur. Maintenant, il faudrait espérer, comme on disait tantôt, que ce serait quand même bien que ce soit retraduit un jour dans du français un peu plus fluide, accessible, fluide, sans les erreurs. Les erreurs de traduction là-dedans aussi, mais des choses qui manquent. Enfin, des oublis, même pas des cas de, comment dire, pas des cas de censure volontaire. Il y a vraiment certains. Je travaillais un peu avec mes étudiants sur ce que Spengler écrivait sur la Chine, notamment. Et on est vraiment tombé sur plusieurs phrases qui, la traduction disait à peu près le contraire de ce que Spengler voulait dire, et où certaines notes en bas de page, mais tout simplement oubliées. La traduction de ces époques-là, je ne sais plus exactement de quand elle date. Je crois que c'est les années 30. Les traducteurs étaient moins méticuleux qu'aujourd'hui. Peut-être. Il y a une espèce quand même d'éthique de la fidélité et de la rigueur, bon, peut-être pas toujours, mais enfin, probablement, qui est quand même plus récente. En tout cas, voilà, on a essayé d'œuvrer par cette petite pierre, cette espèce d'édifice composite immense et un peu presque impalpable. Donc c'est une manière intéressante, je pense, d'aborder cet auteur, parce que pour le coup, c'est court, c'est assez simple, c'est assez poétique. Enfin, il y a plein de choses assez touchantes d'ailleurs, y compris des poèmes qu'il écrivait. Vous avez eu l'occasion de le parcourir. Enfin non, vous l'avez lu en allemand, évidemment, donc forcément. La seule chose que je connais pas, c'est l'introduction du livre là, mais la version allemande. Voilà, c'est notre petite pierre à l'édifice. Et puis on verra effectivement pour cette horreur de l'histoire universelle. Bon, ça c'est quelque chose de plus longue haleine. Mais ça c'est un gros projet, surtout si vous voulez le contextualiser dans l'état de la recherche de l'époque de Spengler, de savoir qu'est-ce qu'il a lu, comme comment il s'appelle encore. Le géographe qui l'avait tellement influencé, justement pour les Fragen. J'ai oublié son nom. Ça me vient en tête après. Il y avait un historien, un géographe très influent sur aussi certains cycles civilisationnels qui avait influencé pendant un certain moment Spengler. Je veux dire, il y a toute une recherche à faire sur ce que Spengler a su à son époque sur la préhistoire et la proto-histoire humaine. D'ailleurs, dans notre société, on a publié toute une série d'articles là-dessus, avec notamment des historiens de l'époque proto et préhistorique. Ça vaudra peut-être la peine aussi. Bien sûr. Des gens qui sont vraiment intéressés beaucoup au Frühzeit der Weltgeschichte. Mais c'est un gros travail. C'est intéressant parce que mon ami qui a traduit la Spengler avait rédigé une note de lecture sur un livre. Un monsieur qui s'appelle Philippe Grosot, je crois, qui a écrit sur la philosophie dans la préhistoire. Quelque chose de, a priori, on pourrait sembler inconnaissable. Et c'est un livre qui est apparu, je crois, en 2023. Enfin, je vais vous envoyer la note en question. On a publié ça sur notre site internet en accès libre. Et ça, effectivement, ça peut se recouper. Quoi. Donc, je vais vous retrouver ça, je vous l'enverrai. Je crois que cet homme-là a publié un deuxième livre sur le même sujet. Donc, c'est effectivement, là, pour le coup, Wolfram, c'est vraiment ça. Là, les systèmes de pensée préhistoriques. Et ça, ce qui est intéressant, c'est. Moi, il y a une image que j'aime beaucoup de Spengler qui circule un peu sur Internet. Alors, évidemment, en bon internaute, je l'ai diffusé là récemment. C'est ce fameux. Je vais vous retrouver ça. Fameuse image où on le voit avec cette espèce de jumelles très étonnantes. Je ne sais pas du tout d'où ça sort. Je sais pas, il y a un internaute génial qui a fait ce truc-là, c'est Spengler étudiant les formes, en morphonaute, comme ça. Voilà, ça fait un peu steampunk. Voilà, et donc il y a le côté science-fiction, et en même temps de l'autre côté, puisque n'est-ce pas, la science-fiction s'est développée à la fin du 19e siècle, en même temps qu'un autre courant, qui était c'est Jules Rosny-Aîné, la guerre du feu. Ah oui. Et en fait, Spengler, ça ouvre sur une dimension effectivement un petit peu science-fiction, presque, puisque c'est des espèces de grandes visions qui transcendent le temps, etc. Ça peut rejoindre Je vois dans le futur des villes de plus de 30 millions d'habitants dont nous ne pouvons même pas imaginer les systèmes de transportation. Ça rejoint du Star Wars ou du Fondation d'Isaac Asimov ou des choses comme ça. Métropolis. Exactement. Donc il y a cette dimension science-fiction, et puis en même temps, ça ouvre aussi de l'autre côté sur le truc qui est complètement à l'opposé, qui est le roman de préhistoire. À la fin du 19e siècle, les deux ont émergé en même temps. Finalement, c'est la science-fiction qui a pris l'ascendant parce que l'époque, par la technique, était à ça. Et donc, un peu resté de côté la guerre du feu de Rosny-Aîné. Toutes ces choses-là. Mais il est un peu entre les deux. C'est finalement comme l'époque aussi de Conan, qui commence quand même aussi, je crois, dans les années 20, 30, non, Robert Farrott.
avec les romans jouant hyperborés dans les tribus barbares, etc. Comme quelques années après, on a aussi Borkenau qui va écrire sa grande étude sur ce qui se passe entre les civilisations avec la barbarie dans la post-histoire dont émerge la barbarie de la préhistoire, etc. Donc ça, ouais, ça va très bien avec ça. Ouais. Voilà, des pistes à l'infini. Exactement, exactement. En tout cas, merci beaucoup pour l'ouvrage. On va en faire le compte-rendu Formidable. Pour le journal Spengler et mettre sur notre site qu'on est en train de refaire de toute façon. Et je suis très, très heureux de pouvoir surtout étudier la préface, l'introduction, et de voir comment le traducteur s'est tiré de la tentation de faire de la psychologie qui est nécessaire, évidemment, parce que les liens sont évidents entre la psychologie de l'auteur et l'œuvre, en évitant de faire du réductionnisme, qui est toujours le grand danger, quoi.